Vous écoutez RFI, il est 23h30 à Niamey, 22h30 en temps universel. Afrique Soir sur RFI. Céline Pellarin. Bienvenue dans votre dernière édition d'Afrique Soir. Le groupe djihadiste Boko Haram a de nouveau frappé au nord-est du Nigeria. 7 personnes ont été tuées. Quelques heures après, au Niger, ils étaient des milliers à manifester contre Boko Haram et pour soutenir l'armée qui lutte contre le groupe djihadiste. Reportage à Niamey dès le début de ce journal. La sécurité en Centrafrique. Le président Touadéra fait le bilan de ses 100 jours de mandat et vous l'entendrez, il est conscient du travail qui reste à accomplir. Au Gabon, moins de 2 mois avant la présidentielle, le président sortant Ali Bongo Ondimba a déposé son dossier devant la commission électorale. Une candidature immédiatement contestée par l'opposition lors d'une manifestation improvisée et plusieurs opposants ont été arrêtés. Et en début de ce journal, au nord-est du Nigeria, 7 personnes ont été tuées dans une attaque du groupe Boko Haram près de la frontière avec le Cameroun. Et l'armée a confirmé l'attaque, rapportant la mort de 2 soldats et celle de 16 islamistes. Les violences du groupe djihadiste depuis 2009 ont fait plus de 20 000 morts et contraint également plus de 2,5 millions d'habitants à fuir leur foyer. Des violences contre lesquelles plusieurs milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui dans les villes des 8 régions du Niger. Ils ont soutenu l'armée qui lutte contre le groupe djihadiste nigérian. Reportage à Niamey, la capitale, un reportage de Moussa Kaka. Les manifestants sont partis de la place Toumo à la grande place de la Concertation au centre-ville. Sur un parcours de près de 10 km, plusieurs centaines de manifestants ont scandé des slogans favorables à l'armée qui combat Boko Haram dans le lac Tchad. Moustapha Kadi, l'organisateur de cette marche de soutien à l'armée. L'objectif de cette marche citoyenne vise à apporter notre soutien ferme et indéfectible aux populations de Difa, meurtries par les attaques de Boko Haram. Mais également, nous voulons soutenir nos forces de défense et de sécurité. Plusieurs ressortissants de la région de Difa ont également répondu à l'appel de la société civile. Madame Taya Falmata Mokhtar. Donc je suis obligée de sortir pour apporter mon soutien au FDS et dire à la population de Difa qu'on est de loin des yeux avec eux, mais près du cœur avec eux. Maman Mamadou est également concerné par cette marche de soutien. Sa seule force, dit-il, est de marcher et de soutenir les forces de défense et de sécurité. Donc je suis très concerné par ce mal-là qui est en train de ronger la région et ma seule force, c'est de les soutenir, de les encourager et je crois que ce n'est que naturel pour moi de faire cette marche et de soutenir la population de Difa. Seuls absents à cette marche de soutien, les représentants des partis politiques, des députés et des membres du gouvernement. Moussa Kaka, Niamey, RFI. Et c'est à Difa jeudi que les chefs d'état-major des armées du Nigeria, du Tchad, du Niger et du Cameroun se sont réunis afin de faire le point sur les opérations militaires en cours contre Boko Haram. En Centrafrique, alors que certaines régions du pays sont toujours sujettes à la violence des groupes armés, la question de la sécurité du territoire était l'un des sujets les plus attendus lors de la conférence de presse du chef de l'État, le président Touadéra, qui s'exprimait à l'occasion des 100 premiers jours de son mandat. Les actions des bandes armées, tant à Bangui que dans l'arrêt-pays, ne doivent pas nous décourager. Mais au contraire, elles doivent renforcer notre solidarité et notre sentiment patriotique. La patrie est en danger. Nous devons la sauver. Chers compatriotes, nous avons trop fait la guerre. Nous avons trop fait la guerre. Et personne n'en est sorti vainqueur. Personne. J'ai compris que la sécurité durable, la défense du territoire national, constituer les priorités des priorités. Ainsi, le DDRR, la RSS, la levée de l'embargo sur les armes imposées au FACA, la réconciliation nationale, la question de retour des déplacés et réfugiés, la lutte contre l'impunité et les inégalités sociales, voilà ce qui continuera à mobiliser mon énergie dans les prochains jours. Que Dieu bénisse la République centrafricaine. Le président Touadéra au micro de notre correspondant Esteban Galliano. À moins de 2 mois de la présidentielle au Gabon, le président sortant, Ali Bongo Ondimba, a déposé ce samedi son dossier de candidature devant la commission électorale pour le scrutin à un tour du 27 août. Il a ensuite mobilisé plusieurs milliers de ses partisans à Libreville et face à eux, il est revenu sur les accusations de l'opposition concernant ses origines. Est-ce que vous me connaissez ? Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que je suis un étranger? Est-ce que je viens d'ailleurs? Je viens d'où? Je viens d'où? Je viens d'où? Et nous venons d'où? Et nous allons rester où? Car ici c'est notre pays, c'est le Gabon. Et ce Gabon qui va gagner.
Le président sortant Ali Bongo Ondimba au micro de notre correspondant Yves-Laurent Goma. Et puis très rapidement, après cette manifestation des partisans du président sortant, 150 à 200 opposants ont tenté un contre-rassemblement également dans la capitale gabonaise. Plusieurs arrestations ont eu lieu. Chantal Miboto, trésorière générale adjointe du parti d'opposition Union nationale. Il y a eu donc des jeunes qui sont opposés à la candidature d'Ali Bongo parce que vous savez qu'il y a toujours ce problème de l'article 10 de la Constitution qui dit qu'Ali Bongo ne peut pas se présenter à une élection tant qu'il n'a pas prouvé sa nationalité gabonaise. Il y a eu donc des échauffourées entre eux et les forces de l'ordre, et puis des arrestations, dont celle de 2 syndicalistes, donc M. Jean-Rémy Yama, qui est le président du SNEC Dynamique Unitaire et le coordinateur des témoins actifs, et puis de M. Ndon Abesolo Roger, qui est secrétaire général du SUNATRAS, c'est-à-dire le syndicat national des transporteurs. Monsieur Yama, je sais que apparemment lui, il a été emmené à la PJ, donc au siège de la police judiciaire, et les autres ont été emmenés dans différents commissariats de la ville, dont le commissariat de Cambo. Et je pense qu'il y a peut-être une quarantaine de personnes qui ont été arrêtées, dont plusieurs jeunes. Chantal Miboto, trésorière générale adjointe du parti d'opposition Union nationale, elle répondait à Binta Diagne. Pas de chiffres officiels concernant ces arrestations. Du côté des organisateurs de la manifestation de l'opposition, on parle donc d'une quarantaine d'interpellations, alors qu'une source proche des forces de sécurité évoque le chiffre d'une vingtaine. Pour le 5e anniversaire de son indépendance, le Soudan du Sud compte ses morts dans la capitale. À Djouba, les affrontements ont opposé hier des soldats fidèles au président Salva Kiir et des soldats du vice-président et ancien chef rebelle Riek Machar, alors que les deux hommes tenaient ensemble une conférence de presse au palais présidentiel. Le bilan pour l'instant, plus de 150 morts. La guerre civile débutée en 2013 et qui est censée avoir pris fin il y a un an avec un accord de paix reste donc sous-jacente. À Djouba, les tirs ont cessé, le calme semble revenu mais la tension reste vive. Laetitia Bezin. C'est un calme fragile qui règne dans la capitale. Les forces de sécurité patrouillent en nombre et peu de civils s'aventurent dans les rues. Le chef d'état-major de l'armée a d'ailleurs demandé aux habitants de rester chez eux. Certains carrefours sont toujours bloqués et plusieurs commerces fermés. Signe de la gravité de la situation, le ministère britannique des Affaires étrangères a déconseillé cet après-midi tout voyage au Soudan du Sud. Il recommande même à ses ressortissants de quitter le pays. Une décision qui fait suite aux violents affrontements d'hier à Djouba. Des tirs d'armes automatiques ont d'abord été entendus aux abords du palais présidentiel, puis des tirs de mitrailleuses et d'artillerie lourde ont été entendus dans plusieurs lieux de la capitale pendant environ une demi-heure. Ces combats opposaient en fait des soldats fidèles au président Salva Kiir et des gardes du corps du vice-président Riek Machar. Pas de bilan officiel pour le moment, mais cet après-midi, un porte-parole du camp de l'ex-chef rebelle Riek Machar a lui fait état de plus de 150 morts. Laetitia Bezin. Depuis 40 jours et la mort du président sahraoui Mohamed Abdelaziz, le Front Polisario n'avait plus de chef. Et pour y remédier, 2200 délégués se sont réunis près de Tindouf en Algérie pour un congrès extraordinaire. Ils ont élu Brahim Ghali. C'est lui qui devient le nouveau secrétaire général et le président de la RASD. Il était d'ailleurs le seul candidat à la succession. Brahim Ghali est partisan de la ligne classique du Polisario, c'est-à-dire l'autodétermination. En visite en Afrique du Sud, le Premier ministre indien Narendra Modi a rendu hommage au Mahatma Gandhi. C'est en effet en Afrique du Sud qu'il y avait conçu sa doctrine de désobéissance civile non violente. Gandhi, alors jeune avocat, avait refusé de quitter un wagon de première classe parce qu'il était non blanc. Il s'était fait donc expulser de ce train. C'est cet incident qui a marqué le début de sa lutte contre l'oppression raciste, d'abord en Afrique du Sud pendant 20 ans, puis en Inde jusqu'à l'indépendance. Le Premier ministre indien qui est arrivé jeudi soir en Afrique du Sud en provenance du Mozambique effectue une tournée en Afrique qui le conduira également en Tanzanie et au Kenya. Cette visite est destinée à renforcer l'influence économique de New Delhi face au grand rival chinois déjà solidement implanté sur le continent africain. La chaîne de télévision allemande ARD fait à nouveau des vagues dans le monde du sport. Dans un nouveau reportage diffusé ce soir, l'ARD montre que le dopage des athlètes se poursuit au Kenya, et ce malgré des mesures prises par les autorités du pays pour se conformer aux normes internationales. Dans ce documentaire mené le plus souvent en caméra cachée et en coopération avec l'hebdomadaire britannique The Sunday Times, ARD affirme avoir découvert des preuves de pratiques de dopage à l'EPO, notamment dans le centre d'entraînement en haute altitude d'Iten sur les hauts plateaux du Kenya. Vous êtes à l'écoute d'RFI, les 22h passées de 40 minutes. Temps universel, c'est la fin d'Afrique Soir. Merci d'avoir suivi.